J'ai gagné des millions à la loterie mais je suis resté silencieux. Quand j'ai demandé à mes parents un endroit où rester, maman a dit, tu n'es qu'un invité sous notre toit. Paie 1500 dollars par mois ou dors dans ta voiture. 3 semaines plus tard, elle m'a vu signer l'acte de propriété d'une maison de 980 000 dollars en espèces, j'ai bloqué leur compte et je suis parti. Le lendemain matin, 53 appels manqués et une boîte secrète sous ma porte. Tu n'es qu'un invité sous notre toit. Paie 1500 dollars par mois ou dors dans ta voiture. Ma propre mère m'a dit ça sans même lever les yeux de son téléphone. Elle n'a pas vu mes mains se crisper en poing sous la table de la cuisine. N'a pas remarqué ma mâchoire se serrer si fort que j'ai cru que mes dents allaient se fendre. Elle a juste continué à faire défiler, ses ongles cliquant contre l'écran comme un métronome pour mon humiliation. J'ai juste besoin d'un endroit pour quelques semaines, ai-je dit, forçant ma voix à rester égale. Un invité, a-t-elle répété, me coupant la parole comme si j'étais un démarcheur téléphonique. Les invités paient où ils partent. Mon père était assis à sa place habituelle au bout de la table, les yeux fixés sur sa tasse de café comme si la réponse à la vie était peut-être écrite à l'intérieur. Il n'a pas dit un mot, pas pour me défendre, pas pour objecter, juste le silence. En face de moi, mon frère souriait d'un air narquois dans ses céréales, la cuillère cliquetant contre le bol en tapotement lent et délibéré. Le même sourire narquois qu'il avait arboré toute ma vie chaque fois qu'il me voyait être remis à ma place. 1500 dollars, a répété ma mère, faisant glisser une liste imprimée sur la table comme si elle était ma propriétaire. Elle contenait le montant exact, les dates d'échéance, et même des pénalités pour paiement en retard. Elle avait vraiment créé un échéancier de paiement pour son propre fils. J'ai regardé le papier, puis je l'ai regardé. Elle n'a pas scié. Ce n'est pas de la charité, a-t-elle ajouté. Nous avons des factures. Nous ne sommes pas ici pour te faciliter la vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Il n'avait aucune idée. Aucune idée que 3 jours plus tôt, j'étais entré dans une station-service, avait donné 6 dollars pour un billet à gratter et un café, et en était ressorti avec un billet valant 14,8 millions de dollars. Aucune idée que pendant qu'il me comptait chaque centime pour un lit dans la maison où j'avais grandi, je pouvais entrer chez un concessionnaire demain et acheter tout le parc automobile en espèces. Aucune idée que le fils, fauché, qu'ils étaient si pressés de chasser pouvait acheter leur maison 2 fois et avoir encore assez d'argent pour ne plus jamais travailler un seul jour de sa vie. J'ai plié le papier, l'ai repoussé sur la table et j'ai souri. Bien sûr, ai-je dit. Je vais y réfléchir. Mon frère a grogné. Ma mère a hoché la tête, d'un air pincé et satisfait. Mon père a pris une autre gorgée de café. Aucun d'eux n'a vu la tempête arriver. Je n'ai rien dit à personne quand j'ai gagné. Ni à mes amis, ni à mes parents, ni même à mon ex. C'était presque risible. 6 numéros, un billet, et soudain, j'avais 14,2 millions de dollars sur un compte privé au nom d'une fiducie que personne ne pouvait retracer jusqu'à moi. Je savais que si ma famille le découvrait, il me traiterait moins comme un fils et plus comme un distributeur automatique de billets avec un pot. Et si vous pensez que j'exagère, laissez-moi vous donner quelques exemples. Mes parents, Martin et Sheila, m'ont élevé selon l'évangile de « la famille d'abord », ce qui dans notre maison signifiait en réalité « moi en dernier ». Quand mon frère aîné, Ryan, a eu besoin d'argent pour ses frais de scolarité, ils m'ont demandé à 19 ans, travaillant encore à temps partiel dans une épicerie de « participer un peu ». Ce « peu » s'est transformé en 2 ans de loyer que j'ai payé pour lui. Quand ma sœur cadette, Lily, a obtenu le lieu de ses rêves pour son mariage, qui pensez-vous a utilisé à fond de carte de crédit pour payer la compte? Oui, moi. C'était toujours le même schéma. Je travaillais, il dépensait. Je me sacrifiais, il célébrait. Et chaque fois que j'essayais de fixer une limite, on me faisait culpabiliser pour que je cède. Nous t'avons donné la vie, disait ma mère de ce ton mielleux. Alors, on ne peut pas mettre un prix sur l'aide à sa famille. Le seul prix dans notre famille était apparemment le solde de mon compte en banque. Alors, quand j'ai vérifié mon billet de loterie à 6h42 du matin dans mon minable appartement d'une chambre et que j'ai vu ces numéros s'aligner parfaitement, ma première pensée n'a pas été « je suis riche ». C'était « ils ne doivent jamais le savoir ». Pendant 3 mois, j'ai vécu exactement de la même manière. Même appartement, même Toyota d'occasion, même dîner au micro-ondes. Mes collègues n'avaient aucune idée que je valais des millions.
Chaque centime que je dépensais provenait en espèces de mon salaire. J'ai laissé les intérêts du compte croître tranquillement pendant que je réfléchissais à ma prochaine étape. Puis est arrivée la nuit qui a tout bouleversé. Mon propriétaire a vendu l'immeuble, et le nouveau propriétaire a décidé de ne pas renouveler mon bail. J'avais 30 jours pour déménager. J'aurais pu acheter tout le complexe avec un seul chèque, mais cela aurait soulevé des questions auxquelles je n'étais pas prêt à répondre. Alors, j'ai fait ce que je pensais être la chose la plus simple et la plus logique. J'ai appelé ma mère. C'était un dimanche après-midi, et je l'ai eu juste avant le dîner. « Salut, j'aurais peut-être besoin de crécher chez toi et papa pendant un moment, ai-je dit. Juste le temps que je trouve un nouvel endroit. » Il y a eu une pause. Pas du genre chaleureux, bien sûr, chérie, mais plutôt la pause que quelqu'un fait lorsqu'il calcule une facture. « Eh bien, a dit lentement maman, tu sais, tu n'es qu'un invité sous notre toit maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre de soutenir un autre adulte. Il faudrait que ce soit juste. » Juste ? Ai-je répété, sentant déjà la chaleur monter à mon cou. Oui, 1500 $ par mois. Cela couvre le loyer, les charges et le dérangement. Elle a même ri un peu après avoir dit « dérangement », comme si j'étais un raton laveur du quartier qu'elle devait éloigner des poubelles. Sinon, tu devrais peut-être simplement dormir dans ta voiture un petit moment. Tu es jeune. Tu te débrouilleras. J'étais si abasourdi que je n'ai même pas discuté. Ma propre mère, à qui j'avais donné des milliers de dollars au fil des ans, me disait de les payer pour dormir dans mon ancienne chambre ou d'aller vivre dans ma Corolla. L'amertume s'est logée dans ma poitrine comme une écharde. Pendant les 3 semaines suivantes, je suis resté silencieux. Pas d'appel, pas de nouvelles. J'ai trouvé un agent immobilier, visité des propriétés au nom de ma fiducie, et en 10 jours, j'ai finalisé l'achat d'une maison de 980 000 $ en espèces. Pas d'hypothèque, pas de paperasse bancaire que quelqu'un pourrait voir accidentellement. Juste un achat propre et discret. 2 jours après la signature des papiers, je suis allé directement du bureau des titres de propriété chez mes parents. Je n'ai pas appelé avant. Je voulais qu'ils le voient de leurs propres yeux. Ils étaient dans le salon à regarder la télévision. Le sourire de ma mère en me voyant était celui, poli et mince, qu'elle réservait aux connaissances. « Salut, étranger », a-t-elle dit. « Tu as enfin décidé de nous rendre visite. » En fait, ai-je répondu en sortant la grosse enveloppe Kraft de ma veste, je voulais juste déposer quelque chose. J'ai fait glisser l'acte de propriété sur la table basse. La mention en relief doré, vente payée en totalité, en bas brillait sous la lampe. Les yeux de ma mère ont parcouru la page, puis se sont écarquillés. « Tu as acheté une maison ?» a-t-elle demandé, sa voix tendue, presque étranglée. « En espèces ?» ai-je dit légèrement, en me penchant en arrière sur la chaise. Je me suis dit que j'allais me passer des frais d'invité de 1500 $ par mois. Son visage est devenu blême. Mon père n'a pas dit un mot. Je me suis levé, j'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers la porte. « Oh, au fait, » ai-je ajouté sans me retourner, « vous devriez peut-être vérifier vos comptes joints. » Parce que voilà le truc, je savais depuis des années qu'ils puisaient l'argent de mon aide dans un fonds d'investissement commun qu'ils utilisaient pour des vacances, des voitures neuves et tout ce que Ryan et Lily voulaient. Et j'avais été discrètement inscrit comme copropriétaire, ce qui signifiait que j'avais légalement le droit de déplacer le solde. Le temps d'arriver chez moi, j'avais déjà transféré chaque centime sur un compte privé au nom de ma fiducie. Je n'y ai pas touché $1, je l'ai juste gelé là où il ne pouvait pas l'atteindre. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé comme un sapin de Noël, 53 appels manqués, des messages vocaux de maman, papa, Ryan, et même Lily, tous oscillant entre la panique, la rage et une fausse inquiétude. J'ai ignoré tout le monde. Puis, à 7h14, j'ai entendu quelque chose glisser sous ma porte d'entrée. Une petite boîte en bois, cabossée. Pas de mots, pas d'explication, juste l'écriture de ma mère sur un morceau de ruban de masquage, pour toi. S'il te plaît, appelle-moi. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas fini. Loin de là. Je ne prévoyais pas de retourner chez mes parents de sitôt. Après le coût du loyer à 1500 $, j'ai gardé mes visites courtes, polies et oubliables. Mais l'univers a une façon de jeter de l'essence sur des braises mourantes juste pour voir ce qui se passe. C'était un dimanche matin quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. D'abord,
un texto de maman, il faut qu'on parle. Urgent. Puis un autre de papa, viens. Ton frère est là aussi. Traduction, tribunal de famille en approche. Quand je suis entré, l'air était lourd. Maman était assise à table avec sa tasse à café sérieuse, celle qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle s'apprêtait à rabaisser quelqu'un. Papa était adossé à sa chaise, les bras croisés. Mon frère, Alex, se prélassait avec ce sourire paresseux et prédateur qu'il avait perfectionné au collège. Nous avons discuté, a commencé maman. Et compte tenu de ta situation, nous pensons qu'il est juste que tu contribues davantage. 1500 $ par mois, c'était généreux. Maintenant, nous pensons à 2000 $. Je l'ai dévisagé. Ma situation? Tu vis ici sous notre toit, a-t-elle dit comme si elle expliquait la gravité à un enfant en bas âge. Si ça ne te plaît pas, tu peux aller vivre n'importe où ailleurs. Papa s'est penché en avant. Nous ne faisons pas la charité. Ce mot, charité, a fait sauter quelque chose en moi. J'étais resté silencieux pendant des semaines, gardant mon gain à la loterie enfermé comme une arme chargée. Mais maintenant, ils avaient chargé le pistolet pour moi. Vous savez ce qui est drôle? Ai-je dit, en gardant un ton calme. La semaine dernière, j'ai signé des papiers pour quelque chose. Un gros achat. Tout en espèces. Alex a souri d'un air narquois. Quoi, une voiture d'occasion? J'ai souri. Une maison. Cela a effacé son sourire. Maman a cligné des yeux. Une quoi? 980 000 $. Payé en totalité. La pièce est devenue silencieuse. La mâchoire de papa s'est crispée. Alex s'est même penché en avant comme s'il avait mal entendu. C'est impossible, a dit maman. Tu n'as pas ce genre d'argent. Si, maintenant, ai-je dit. J'ai gagné à la loterie il y a 2 mois. Silence. Puis papa a ri, un aboiement court et incrédule. Tu plaisantes. J'ai mis la main dans ma veste, j'ai sorti la copie de l'acte de propriété et je l'ai fait glisser sur la table. Leurs yeux ont parcouru l'encre noire et grasse. Propriétaire, mon nom. Le visage de maman a perdu ses couleurs. Tu ne nous l'as pas dit? Vous n'avez pas demandé, ai-je dit. D'ailleurs, je pensais que vous me verriez juste comme un invité sous votre toit. La chaise de papa a raclé le sol. Si tu as ce genre d'argent, tu peux nous aider. Nous sommes en retard sur l'hypothèque. La voiture de ta mère doit être remplacée. Alex, j'ai levé une main. Arrête. Vous avez clairement dit que cette maison n'est pas la mienne. Vous vouliez un loyer. Vous m'avez traité comme un fardeau. Maintenant, je vous le dis, mon argent est à moi. Je ne vous dois rien. La voix de maman s'est faite plus aiguë. Nous sommes une famille. Une famille ne met pas de conditions pour un lit, ai-je coupé. Une famille n'agit pas comme si j'étais un poids mort, sauf si je les paie. La voix de papa a tonné, surveille tonton. Je me suis levé, repoussant ma chaise lentement. Non, surveillez le vôtre, parce que c'est la dernière conversation que nous aurons jamais sur le fait que je vous donne de l'argent. Vous m'avez assez vidé au fil des ans. C'est fini. Alex a marmonné, tu es une personne égoïste. Je lui ai souri. Profite bien de payer tes propres factures. Oh, attends. Tu ne le fais pas. Mon erreur. Et puis je suis parti. Pas de porte qui claque de façon dramatique. Pas d'insulte finale. Juste le son des clés de ma nouvelle maison qui tintent dans ma poche en sortant. Cette nuit-là, j'ai transféré le reste des comptes d'urgence de mes parents de la banque commune que nous avions partagée autrefois, quand je les aidais pendant mes années de vache maigre. J'ai gelé toutes les cartes liées. S'ils voulaient de l'argent, ils n'avaient qu'à travailler pour, comme je l'avais fait. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé avec 53 appels manqués. Et quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, il y avait une petite boîte usée sur le sol. Pas de mots, pas d'adresse de retour. Je l'ai ramassée, sentant le poids bouger à l'intérieur. Ce qu'il y avait dedans n'était pas léger. Et dès que j'ai entendu le faible cliquetis métallique, j'ai su que ce n'était pas fini. La boîte était assez petite pour tenir sous mon bras, mais elle semblait lourde. Lourde comme le sont les secrets. Je l'ai posée sur l'îlot de la cuisine,
le loquet en laiton froid sous mon pouce, et je l'ai ouverte. Au-dessus, il y avait une pile de photos de famille, des gâteaux d'anniversaire, des matins de Noël, moi tenant des cadeaux que je m'étais achetés, en faisant semblant d'être surpris. Tous ces sourires figés étaient une sorte de mensonge, une preuve pour le monde extérieur que tout allait bien entre nous. En dessous, une enveloppe Kraft. À l'intérieur, des photocopies de mon permis de conduire, de ma carte de sécurité sociale et de vieilles fiches de paie d'emploi que j'avais presque oubliées. Chaque document était soigneusement rangé, comme si quelqu'un avait constitué un dossier sur moi, le genre de dossier que l'on garde si l'on veut contracter des prêts au nom de quelqu'un d'autre et que cela paraisse légal. Au fond, enveloppé dans un ticket de caisse froissé, il y avait une clé en laiton vieille, lisse après des années de manipulation. Un bout de papier était collé dessus avec l'écriture en boucle de ma mère, « Tu en auras besoin. On peut encore arranger les choses. » Arranger les choses? Il ne s'excusait pas. Ce n'était pas une réconciliation. C'était un appât. Un hameçon déguisé en cadeau, suspendu devant moi pour voir si je reviendrais en rampant, en demandant ce que cela ouvrait. Ma supposition? Un coffre-fort, contenant probablement ce qu'il ne voulait pas que je trouve ou ce qu'il pensait pouvoir échanger contre mon pardon. Le téléphone a de nouveau vibré sur le comptoir. Un autre message vocal de maman, la voix tendue et haletante. Nous sommes une famille. Les familles travaillent ensemble. Ton père est furieux à propos des comptes, je lui ai dit que tu retrouverais la raison. Nous ne voulions pas te faire de mal. Ramène juste la clé et nous parlerons. Je n'ai même pas écouté le reste. Supprimé. Cette nuit-là, je me suis assis dans le salon de ma nouvelle maison avec un verre que je n'ai pas touché, fixant la boîte sur la table basse. Elle ressemblait à une relique d'une zone de guerre. J'avais tout ce que j'avais toujours dit vouloir, mon propre chez moi, mon propre argent, personne qui me surveille. Et pourtant, l'ombre de leurs mains était toujours là, s'étendant à travers une clé en laiton. Le lendemain matin, mon téléphone avait une autre douzaine d'appels manqués, 3 de numéros inconnus. À midi, j'ai eu un visiteur. Alex se tenait à la grille, les mains dans les poches de son sweat à capuche, essayant d'adopter cette fausse posture décontractée qu'il utilisait avec les femmes. « Écoute » commença-t-il en se penchant vers l'interphone. « Maman est au plus mal. Papa est furieux. Mais on peut arranger ça. Tu as plein d'argent. Couvre juste l'hypothèque pendant quelques mois, et on oubliera tout ce drame. » J'ai failli rire. « Tu veux dire que je dois racheter ma place dans la famille? » Ce n'est pas ça, dit-il. On est dans le pétrin. Tu as une échelle. Ne sois pas cruel. J'ai appuyé sur le bouton et dit un seul mot. Au revoir. À la fin de la semaine, le déluge s'est calmé pour devenir un filet d'eau. Le silence était presque inconfortable au début, comme le bourdonnement de fond d'un réfrigérateur qui s'arrête soudainement. J'ai commencé à remarquer le calme la nuit, la façon dont je pouvais entendre ma propre respiration. Pas de messages vocaux pleins de culpabilité, pas de textos d'urgence à 2 heures du matin. Pour la première fois depuis des années, ma vie s'est rétrécie à juste moi. J'ai déballé mes cartons, rempli mon frigo de nourriture que j'aimais vraiment, et installé un bureau pour les projets d'investissement que j'avais reportés. Je me promenais pieds nus dans mon propre espace et je sentais que chaque centimètre m'appartenait. Pas seulement l'acte de propriété, mais l'air, la paix. 3 jours plus tard, une enveloppe blanche ordinaire a glissé sous ma porte. Pas de nom, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec l'écriture de maman, « Nous vendons la maison. Ne passe pas. Tu ne comprendrais pas. » Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai remise dans l'enveloppe et l'ai laissée tomber dans un tiroir. S'il voulait couper les ponts, très bien. Je n'allais pas les retraverser. Mais quelque chose dans cette note me démangeait. Vendre la maison. Cet endroit avait été leur forteresse pendant 20 ans. S'ils s'en séparaient, c'est qu'ils étaient désespérés. La clé dans mon tiroir me brûlait l'esprit. Cette nuit-là, j'ai ressorti la boîte, j'ai déballé la clé en laiton et je l'ai tournée dans ma main. Mon instinct me disait qu'elle ouvrait quelque chose dans cette maison. Peut-être un coffre-fort, peut-être une pièce fermée à clé. Peut-être la vraie raison pour laquelle il voulait que je parte si vite quand j'avais demandé à rester. Et pour la première fois, j'ai envisagé de l'utiliser. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. À la place,
j'ai appelé mon avocat et lui ai dit de procéder au blocage de chaque compte financier qu'ils avaient jamais lié à mon nom. Il n'a pas posé de questions, a juste dit « décision intelligente » et a promis que les documents seraient dans ma boîte de réception le lendemain matin. Le week-end venu, la paix a commencé à sembler réelle. Je me levais tôt, j'allais courir, je cuisinais pour moi. J'ai commencé à ébaucher des plans pour une entreprise dont je rêvais depuis des années. Sans le bruit constant de leurs exigences, je pouvais m'entendre penser. Mais juste au moment où je pensais que la tempête était passée, j'ai reçu un dernier coup. Une grosse enveloppe matelassée est arrivée dans ma boîte aux lettres. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, un paquet de reçus, tous à mon nom. Des milliers de dollars d'achats que je n'avais jamais faits, vols, bijoux, séjours à l'hôtel. Une note adhésive était collée sur le devant. Ce n'était pas personnel. Je suis resté assis là, tenant les preuves, sentant cette vieille rage familière monter comme une marée. Ils essayaient toujours de se justifier. Se disant toujours que m'utiliser, me vider, n'était pas une trahison. C'était juste une affaire de famille. J'ai remis les reçus dans l'enveloppe, je les ai enfermés dans mon coffre-fort à côté de la boîte, et j'ai fermé la porte avec un clic final. Cette nuit-là, je me tenais sur ma terrasse arrière, regardant le ciel passer de l'or à l'indigo. La clé en laiton était posée sur la table à côté de moi. Je ne savais pas ce qu'elle ouvrait. Je ne savais pas si je l'utiliserais un jour. Mais je savais ceci, ce qui se trouvait derrière cette serrure appartenait au passé. Et je n'y retournerai pas. 6 mois. C'est le temps qui s'est écoulé depuis la boîte, la clé en laiton et la dernière fois que j'ai entendu la voix de ma mère. Les appels ont cessé d'abord, puis les textos, puis les courriels. Au début, le silence semblait anormal, comme une pièce où le climatiseur s'arrête et où l'on remarque soudain à quel point le silence est bruyant. Mais lentement, j'ai compris. Ce n'était pas du vide. C'était la liberté. Et elle était à moi. L'ancienne maison familiale s'est vendue 2 mois après la dispute. Je ne suis pas passé devant. Je n'ai pas ralenti si je me trouvais sur la même route. Mon avocat m'a envoyé les chiffres par courriel. Hypothèque payée. Le reste partagé entre maman, papa et Alex. Lily n'a rien eu. Elle a appelé un soir, la voix effilochée comme une corde. Ils ont utilisé mon nom pour un prêt. Je ne le savais même pas jusqu'à ce que la banque appelle. J'ai écouté, sans dire un mot. Tu avais raison, a-t-elle murmuré avant de raccrocher. C'était notre plus longue conversation depuis des années et la première après laquelle je n'ai ressenti aucun poids à porter. La clé en laiton est toujours dans mon coffre-fort, enveloppée dans ce ticket de caisse froissé. Parfois, je me surprends à la tenir, à sentir ses rainures, me demandant si elle ouvre un coffre-fort, une boîte ou une pièce cachée dans cette maison. Mais à chaque fois, la réponse est la même, je ne m'en soucie plus. Ce qui se trouve derrière cette serrure fait partie d'une histoire dont j'ai refermé le livre. Et je ne le rouvrirai pas. Ni par curiosité, ni pour tourner la page, ni pour eux. Il a fallu des semaines pour couper tous les liens financiers. Chaque compte partagé, chaque virement automatique, chaque petite porte dérobée qu'ils avaient construite dans mon argent, je les ai toutes fermées. Mon avocat et moi avons tout examiné ligne par ligne, comme si nous désamorcions une bombe. Le jour où la banque a confirmé que le dernier compte était fermé, je me tenais dans ma cuisine avec un verre de whisky. Je n'ai même pas bu une gorgée, je fixais juste la lumière du soir sur mes comptoirs. Je l'ai dit à voix haute, vous ne pouvez plus me toucher maintenant. Le silence qui a suivi était meilleur que n'importe quel toast. L'argent de la loterie est toujours là, il continue de fructifier. Je n'ai pas acheté de yacht ni une flotte de voitures. J'ai acheté une maison au bord d'un lac petite, calme, le genre d'endroit où les matins sont si immobiles que l'eau semble retenir son souffle. Personne ne connaît l'adresse, sauf mon avocat et un ami à qui je confierai ma vie. J'y vais pour des semaines entières. Téléphone éteint, ordinateur portable fermé. Je vis plus modestement maintenant que lorsque j'étais fauché, et pourtant, je me sens plus riche que jamais. Une lettre est arrivée de maman. Enveloppe crème, écriture familière et penchée comme si elle essayait de lui donner un air important. Je ne l'ai pas ouverte. À la place, j'ai écrit sur une note adhésive, l'eau ne te noie que si tu la laisses faire, je l'ai collée sur le devant et je l'ai renvoyée sans timbre, sachant qu'elle devrait payer pour la récupérer. Papa n'a jamais appelé. Alex m'a envoyé une demande d'amis sur les réseaux sociaux.
Je n'ai même pas hésité avant de l'ignorer. Lily envoie de temps en temps une photo de son chien la queue qui remue, la langue pendante, les yeux brillants. Je réponds avec un emoji cœur et rien d'autre. C'est la limite. J'ai appris que les limites ne gardent pas les gens à l'extérieur, elles vous gardent à l'intérieur. Parfois, j'ouvre le coffre-fort et je regarde la boîte. Pas parce qu'il me manque, pas parce que je suis tenté de pardonner, mais parce que c'est une preuve. La preuve qu'un jour, j'ai laissé des gens me vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, et la preuve que j'ai appris à fermer le robinet. La preuve que je peux encore tenir à quelqu'un et dire « non » en même temps. La semaine dernière, je me tenais sur la terrasse de ma maison au bord du lac, regardant le soleil fondre dans l'eau. Mon téléphone a vibré sur la balustrade un numéro inconnu. Je ne l'ai même pas pris pour voir. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le ciel est passé de l'or au bleu profond. Et dans ce changement, j'ai compris quelque chose. La tempête ne s'est pas terminée quand ils ont cessé d'appeler. Elle s'est terminée quand j'ai cessé de répondre. J'ai verrouillé la porte derrière moi, j'ai fait glisser le pen et j'ai souri. Cette fois, la serrure ne visait pas à maintenir quelqu'un à l'extérieur. Elle visait à me maintenir à l'intérieur. Et je savais avec une certitude absolue, que ce silence est à moi pour toujours.